Bonjour et bienvenue, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue Sophie Loiseau. On est vraiment heureux de vous accueillir dans ce Zoom littéraire organisé par le réseau louviérois de lecture publique. Alors Sophie Loiseau, on a le plaisir de vous recevoir pour Les Moines de la pluie, qui est paru aux éditions Le Pommier. Sophie Loiseau, c'est votre premier recueil de nouvelles. Jusqu'à présent, vous vous êtes adonnée à la poésie, mais beaucoup à la poésie depuis la fin des années 90. Les titres de vos livres, Le corps saisonnier, La Nubette, Environ du bouc, ça c'était pour la trilogie de Pan. La femme lit, le roman de Diane Caudal pour la trilogie de Diane. On peut aussi lire de votre plume La chambre sous le saule, Les loups, Les épines rouges, plus récemment L'île du renard polaire. Simplement, à l'écoute de ces titres, on perçoit à quel point eh bien, les titres de vos livres en disent sur vos sources d'inspiration, à savoir la nature, la mythologie et la femme dans la nature. Alors, bonjour et grand merci à vous, Véronique, de me recevoir et merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. Je suis vraiment très heureuse vraiment d'être là. Euh, eh bien oui, la nature, évidemment, les animaux, la femme dans la nature, effectivement, mes titres parlent d'eux-mêmes. Une inspiration qui date de l'enfance, hein, je pense. Euh, j'ai été façonnée, on peut dire, façonnée par la nature grâce à des vacances dans la nature. Mm. Et mes parents nous laissaient libres, ce qui n'est pas probablement le cas aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais voilà, j'ai eu une enfance, en tout cas des vacances sauvages. C'est là que j'ai probablement, sûrement, vécu ces expériences de solitude dans la nature. Alors, vous vous êtes adonné à Et- la pardon Sophie, je vous ai coupé la Non, non, parole. c'est vous. Non, non, je vous en prie. Non, non, je vous en prie. Voilà. Et donc vous commencez par la poésie et ça va durer relativement longtemps, hein, votre écriture poétique. Pourquoi la poésie? Bon, d'abord, c'est pas terminé. Je suis poète, fondamentalement poète, et probablement que poète. Et donc, tout ce qui découle après d'un rapport à la prose ou à la narration, c'est encore une prose et une narration de poète, je pense. Et donc, la poésie m'a empoignée, pourrait-on dire, peut-être parce que ça correspond le mieux à ma psyché. Je veux dire, la poésie, c'est une écriture de la densité, du fragment, de la fulgurance et, euh, et aussi du creusement. Et que probablement la narration en tant que telle, par exemple dans le roman, correspondait moins probablement à ma pensée, donc qui est toute faite évidemment de réflexion, mais aussi de sensations, d'instants, au plus près, je dirais, de ce qu'est la vie. Je crois que la poésie, c'est la vie, vraiment. C'est-à-dire que le langage, là, peut s'exprimer dans ses différents euh, formes et qu'on est là avec la poésie dans la vie de la psyché, qui n'est pas forcément faire des livres, qui n'est pas forcément raconter, mais qui est une sorte de précipité de tout ça, de la réflexion, de la sensation, de, des images et de la restitution des perceptions. Et voilà. Donc la poésie s'est imposée à moi. De la trilogie de Pan, vous dites que ce sont des textes offensifs. Est-ce que parfois la colère est pour vous un moteur d'écriture? Ben, la colère, et c'est pas parfois, c'est presque tout le temps. Je suis habitée par la colère. Alors, bon, bien sûr, j'apprends à vivre avec, mais la colère est une dynamique dans toute mon œuvre. Oui, ça, on peut le dire. Et donc, un livre très offensif, agressif, moi j'aime bien ce terme agressif. J'aime bien rentrer comme ça dedans, parce que les gens vous rentrent dedans tout le temps, le monde vous rentre dedans tout le temps, donc il s'agit aussi d'y répondre, et peut-être même de précipiter un peu la rencontre, hein, même si elle est violente. De colère, c'est aussi un terme que vous utilisez au sujet de To Kirsika, qui est une autrice fictive, hein,
qui apparaît dans l'île du renard polaire d'Otto Kirsika. Agressivité, dites-vous, mais aussi une autrice déprimée. Ah oui, bien sûr. Bah, l'agressivité, ça c'est quand, je dirais, quand tout l'être est bandé vers, euh, vers un but qui serait juste de préserver son intimité et sa solitude. Mais comme quand on est une femme, spécifiquement, je crois, dans la nature, on est constamment embêté par, voilà, il y a des hommes qui vous épient, il y a des hommes qui cherchent à entrer dans votre territoire. Et donc l'agressivité, là, me paraît la seule réponse possible. Ensuite, déprimé, c'est plutôt, je dirais, angoisse, crainte, effectivement, toujours lié à ces problèmes de territoire chez moi qui sont très importants. Je crois que c'est Jean-Pascal Dubost, qui est poète et critique, qui a été, je crois, qui a vu au plus juste euh, par rapport au moine de la pluie, mais par rapport à mon œuvre en général, qui est que je suis un animal. Voilà, je suis juste un animal qui essaye de survivre dans un monde de brute total. Oui, oui, Et donc effectivement. l'agressivité et donc le côté déprimé, c'est l'impuissance que je ressens, l'impuissance devant toute cette violence. Et il y a des moments où oui, et je pense que donc cette grande femelle sauvage qui est Tokirsika, que j'ai appelé, donc j'ai créé ce mot femelle, à partir de femme et de femelle, cette grande femelle sauvage, je crois, et j'ai poussé au paroxysme, si vous voulez, sa souffrance, qu'elle soit donc sur le mode agressif ou sur le mode de l'inquiétude et de presque du renoncement, c'est-à-dire de la recherche d'un lieu secret pour pouvoir juste euh, s'entendre penser à l'abri. Un havre, ça c'est le mot, j'aime bien. C'est d'ailleurs ce qui apparaît en exergue des moines de la pluie, hein. Vous parlez de ces Ah, refuges. c'est Euh, ça. Attendez, ou alors c'était peut-être ailleurs. Où vous parlez de cette nécessité de trouver un abri, un refuge, une tanière. Voilà. Ce que C'est je ça, cherche, ce que je ce sont, cherche, oui. oui, des coins, des cachettes, des abris, des tanières, des gîtes, des couchettes, des chambres sous les arbres, des retraites, des replis, des lieux reculés, enfouis, retranchés, des havres pour penser. Et pour écrire, parce que je crois que vous allez aussi écrire dans la nature in situ. Tout à fait, oui, oui. Et quand je dis pour penser, c'est pour créer, c'est pour rêver, c'est pour écrire, bien sûr, c'est pour lire aussi. Penser, c'est vraiment un mot très vaste. Euh, oui, bien sûr, j'écris dans la nature, je vais à des endroits. Alors j'ai la chance d'habiter Versailles. Donc, la chance parce que ce sont des parcs et des forêts qui sont domaniales, qui sont domestiquées. Alors, je dirais pourquoi c'est pas une chance, mais en soi, c'est une chance quand même. Donc, ces endroits sont, je vais aller, les chasseurs n'y entrent pas. Voilà, c'est interdit aux chasseurs. Donc, c'est une grande chance pour moi qui donc suis absolument anti-chasse, férocement anti-chasse. Donc là, déjà, il n'y a pas de chasseurs. Bon. Et je trouve et je repère. Je marche beaucoup, je marche beaucoup et je repère. À la marche, je repère des endroits qui pourraient, un peu plus tard, je pourrais y revenir pour m'y asseoir et pour écrire. Et, et c'est vrai que dessous des arbres, par exemple les lauriers cerises, que d'aucuns pensent inutiles et qui les arrachent comme des malades, alors que c'est des arbres, des arbustes mellifères, donc, et qui donc, avec leurs feuilles persistantes, permettent aux oiseaux et aux animaux de s'y cacher. Donc, ils sont importants même si espèce invasive pour certains. Et donc voilà, je cherche des coins et je m'y assois pour écrire. Et je me fais toute petite et ma place est toute petite, toute restreinte et je ne parle pas et je ne, enfin, je ne parle pas et je ne, comment je me tais. Voilà, je me tais. Je suis absolument à l'écoute de ce qui se passe et je vois passer des choses et je vois des choses et je comprends des choses. Et surtout, je m'entends écrire, penser donc et écrire. Et est-ce que vous avez remarqué que la nature autour de vous a changé entre la fin des années 90 et aujourd'hui où vous allez aussi vous promener, écrire dans la nature? Qu'est-ce qui a changé notablement? Alors déjà, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu après ça une soif de nature pour beaucoup de personnes hein, qui ne savaient pas ce que c'était que la nature. Elles se retrouvent ces personnes dans la nature, mais sans savoir vraiment comment l'aborder. Donc du coup, c'est souvent en groupe, donc des marcheurs qui font un bruit incroyable, des familles qui viennent s'ébrouer. Bon voilà, en fait,
je pense qu'on devrait rentrer dans une forêt comme dans une cathédrale ou dans n'importe quel lieu de culte, hein. C'est-à-dire en faisant silence ou en étant tout au moins en parlant bas. Ce serait pas mal déjà, première chose. Donc déjà, ce que je vois, c'est une recrudescence. Enfin, tout d'un coup, beaucoup de gens vont dans la nature. Énormément de gens, même à des heures complètement creuses, ils vont dans la nature pour marcher, pour courir. Donc quand ils courent, ils ne font pas attention. Là, je vous citerai peut-être un exemple plus tard. Mais c'est pas ces gens que je croise, ou promener les chiens. Voilà. Mais en tout cas, ces gens que je croise ne sont pas là pour la nature, mais pour y faire des choses. Voilà. Ça les aère, on va dire. Et depuis longtemps, la nature, oui, a changé. Je pense que depuis Sarkozy en France, la nature a changé parce qu'il a décidé que la forêt serait rentable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rentabiliser la forêt, rentabiliser l'hôpital, rentabiliser l'école? Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses? Du coup, l'ONF, qui faisait un travail, on va dire, qu'un cas qui était au moins un peu pertinent, je dirais, couper les vieux arbres, enfin entretenir, c'est normal, les forêts domaniales, il faut les entretenir à cause des gens qui s'y promènent, est devenue une entreprise forestière énorme, et donc il faut couper les arbres. Et donc dans les forêts domaniales ici à Versailles, l'ONF est extrêmement active, laisse tout par terre, donc parfois on se demande pourquoi, alors après ils nous disent qu'il y a des champignons, il y a des machins, enfin bref. Je pense qu'il y a d'autres manières, on sait qu'il y a d'autres manières, l'Allemagne a proposé des choses intéressantes, mais je crois que l'ONF, Macron, tout ça n'écoute absolument personne. Et l'ONF, beaucoup de gens démissionnent, beaucoup de gens sont très déprimés parce que c'est pas pour ça qu'ils sont devenus, font partie de l'Office des forêts. On leur demande même de chasser les cervidés. Donc oui, la forêt a changé, les arbres, les vieux arbres sont coupés sans raison véritablement. Il y a des grands arbres qui sont comme ça au bord des routes, qui s'accumulent. C'est un vrai champ de bataille, la forêt ici. Donc oui, ça me fait pleurer, en Alors, fait. revenons, Sophie, à votre passage de la poésie aux nouvelles. Euh, je crois que les épines rouges marquaient la fin d'un cycle, avec aussi un lieu, la disparition d'un lieu où vous écriviez, qui était une maison familiale. Est-ce que ça a peut-être joué un rôle dans votre passage, enfin, en tout cas dans l'écriture des Moines de la pluie? Alors, les moines de la pluie, je l'ai entrepris il y a longtemps, hein. Ça fait 6 ans que j'y travaille. Donc, de 2017 à, je sais plus, 2000, enfin 23, bref, je 6 ans crois. après. Oui. Donc, en fait, ça m'a accompagnée tout le temps. Ce que je veux dire, c'est j'ai toujours, enfin, généralement, j'ai 2 livres en train ou 2 types de livres en train. Donc, les moines de la pluie, ça fait longtemps que c'est là. Ça se travaille en même temps que la poésie, en même temps que, ouais, en même temps que les épines rouges. Ça s'est travaillé en même temps. Les tout premiers, en tout cas, les tout premiers. Après, ça a été après la mort de mon père. Donc oui, cette maison est à Arnouville, dans les Yvelines. C'était la maison de mon grand-père qui l'a fait construire. Et puis après, mon père en a hérité. Et puis voilà, on n'a pas été capable de la garder, mon frère et ma sœur. L'héritage était compliqué. Mon père est décédé en 2017. Et donc, elle a été vendue et ça a été un crève-cœur, vraiment un crève-cœur, parce que cette maison que j'ai investie vraiment dans les années 90, où je me suis mise à écrire après, a été à chaque fois au cœur de tous mes livres. Donc Les Épines Rouges, c'est la fin d'un cycle, j'y raconte cette perte. J'étais encore dedans quand j'ai écrit, mais c'était vraiment avec l'idée que de toute façon j'étais en train de la perdre. Donc c'est un livre de deuil, oui. Et on verra que les maisons, les demeures occupent quand même une place importante dans les Moines de la pluie. Il y a plusieurs nouvelles où elles jouent un rôle particulier. Sophie, si on écoutait l'apparition pour entrer dans votre monde. L'apparition suivie de l'étreinte. Non, tu ne repartiras pas toute seule. Le secteur où je vais est en zone 1, hautement protégé, tu te souviens? De la nature pure, à vestiges de forêt vierge, personne sauf moi. Tu crains toujours qu'on me viole, qu'on m'assassine, que tu tombes sur un os, c'est tout ce que je crains. Un os? Et si tu te blesses? Mais j'étais naturaliste et j'avais le droit de pénétrer à nouveau dans le sein des saints, le parc de la Soumava en République tchèque. Je voulais comprendre les raisons de l'invasion du coléoptère Boostrich qui bouffe les arbres de l'intérieur, les épicéas, puisque c'est ce qui domine dans le parc autour. L'habitude était de tronçonner, de réduire en dur. Cette méthode avait fait long feu. Je pensais il fallait laisser faire et attendre.
Et j'avais eu raison. La forêt se régénère, invente. Des essences mixtes qui correspondent mieux à ces montagnes avaient vu le jour. La bestiole avait régressé devant cette proposition soudaine de nouvelles espèces. Je venais peaufiner mes conclusions. L'homme n'avait qu'à rester sagement là où il était, dans les villes, pour qu'advienne ailleurs le miracle de la vie. Occupée à noter tout en marchant, j'étais tombée dans une fondrière. Mon portable avait glissé de ma poche. Impossible de mettre la main dessus, mais je n'avais rien de cassé. Du bruit, des feuilles remuées, quelqu'un avait fini par se matérialiser au-dessus de moi. À contre-jour, un centaure, non, une biche, qui avait paru réfléchir un moment avant de fouiller la litière pour trouver de quoi me sortir de là. Un bout de bois, une branche. Elle l'avait saisi entre ses lèvres et me l'avait tendu pour que je m'y agrippe. Une biche me donnait un coup de main pour m'extraire d'un trou. Une fois hors de danger, je suis restée sur le bord à la regarder. Elle n'a pas décampé comme le font les bêtes sauvages. Elle m'a rendu mon regard. Je me rappelle avoir été surprise par la blancheur de sa peau. L'œil surtout était beau, large, profond. J'aurais pu m'y perdre sans le rappel à l'ordre chez elle du vieux principe de précaution. À l'instar des continents, les règnes ont dérivé. Elle s'est donc éloignée. J'ai tenté de la suivre. J'étais éblouie. Je ne voulais pas la perdre, jamais. C'était ma mère, ma fille, moi, en mieux. J'ai toujours préféré bête à animal, pas pour rabaisser pour le Roland de sauvagerie attaché au mot. Le lynx réintroduit parvient aujourd'hui à maintenir une population de chevreuils et de cerfs à peu près stable. L'homme n'a plus à se mêler des affaires de la forêt. Son devoir était de trouver ce qui manquait par sa faute à l'équilibre général. Un prédateur. Voilà. La biche blanche est en sécurité relative. Elle ne fait pas partie des plus vulnérables, mais elle doit faire attention. Les bêtes ne sont pas des têtes en l'air, sont des attentives. Au moins, elle n'a plus à craindre l'homme, et le bruit des tronçonneuses ne perturbe plus son repos. Ici est un sanctuaire. La reverrai-je ailleurs, dans un environnement moins favorable? Se serait-elle montrée aussi compatissante? Je n'ai pas été vraiment comprise là-dessus. Mon mari, qui est un amour d'homme, toujours extrêmement bien disposé à mon égard, n'a jamais pu digérer les conditions de mon sauvetage, telles que je les ai racontées, telles que je les ai vécues. Je ne lui en veux pas, mais j'ai préféré garder pour moi la fabuleuse histoire de la renarde. Je faisais ça avant, suivre et filmer des chasses. Je les diffusais ensuite sur les réseaux sociaux pour impressionner les gens, les réveiller. Et ça marchait. Des pétitions voyaient le jour. Je prenais des risques insensés. Les types étaient souvent bourrés, plus ou moins abrutis. 3 ont enfumé un terrier de renard pour faire sortir les jeunes. Je me suis interposée. La renarde, les chiens au cul ne pouvaient pas grand-chose. Mais moi, je les tenais en joue avec ma caméra. Ils ont lâché l'affaire. Je pèse moins qu'un guépard, autant qu'un loup gris, et je suis une femme. Je risquais gros. La caméra est une arme dissuasive, encore que sur Internet, l'image soit floutée jusqu'aux épaules, conformément à la loi. Ce que j'aurais voulu, c'est qu'on voie leur gueule dans la jouissance de torturer et de tuer, qu'on puisse les reconnaître, qu'ils soient marqués, qu'il n'ait plus la possibilité de l'anonymat. La mère a mis ses bébés à l'abri. Un par un, elle les a déplacés. Elle faisait de son mieux pour accélérer la cadence. Je n'ai pas regardé où elle allait. Son nouveau lieu devait être insoupçonnable. Ce qui est arrivé à la fin, quand elle a eu fini ses allers-retours, elle s'est approchée, s'est soulevée sur ses pattes arrière, et ainsi debout, aussi haute que moi qui m'étais accroupie, elle m'a tenue contre sa petite poitrine. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que je peux demander aux participants ce que vous inspire cette lecture de l'apparition suivie de l'étreinte? Mais moi, je me demande si c'est une vérité. Enfin, si vous l'avez vécu, c'est une biche qui vous apporte un bateau pour sortir du piège, quoi. Ou c'est imaginatif, imaginé. En fait, c'est complètement imaginé, bien sûr, et puis comment dire, les mots de la pluie ont quelque chose d'un peu fantastique aussi. Oui. L'imaginaire y est vraiment très, très, très présent. J'aurais bien aimé que ça m'arrive, mon Dieu. Oh oui. C'est vrai qu'on se pose, enfin, moi, je me suis posé la question pour plusieurs, bon, parfois pas, mais pour plusieurs de vos nouvelles, où est la part de l'imagination? Parfois, c'est évident, enfin, ça me paraît, je parle que de moi, évident, mais c'est vrai que c'est tellement mélangé le plausible, si je peux employer ce mot-là, et l'imaginaire, que aussi, moi, je m'y perds un peu, mais ça fait du bien, quoi, je sais pas, c'est troublant, voilà.
Ah ben, c'est tant mieux parce que c'est vraiment exactement ça que voilà. Parce que je pense que moi, je vis un peu comme ça. Oui, L'imaginaire et la réalité, tout ça, ça s'entremêle un peu dans l'écriture chez moi. oui, oui. On n'arrive jamais à déceler. Et le mot, vous l'avez dit, c'est le mot troublant ou trouble. Voilà, j'espère avoir troublé la lectrice ou le lecteur. Une autre réaction? Pardon? Je demandais une autre réaction parmi les participants, mais c'est vrai qu'à propos de ce trouble de Sophie Loiseau, on est vraiment pas votre pareil pour troubler les frontières entre l'humain et l'animal, l'humain et le végétal, puisque des arbres parfois s'animent, et comment, ou la frontière entre le végétal et l'animal avec ces buissons qui tout à coup deviennent carnivores. Euh, Ça, c'est vraiment une caractéristique de ce recueil. La frontière devient très mince, mais elle se maintient quand même. Ici, vous dites, à l'instar des continents, les règnes ont dérivé. Donc, on se rapproche, mais voilà. Malheureusement, on C'est un finit petit par peu, se quitter un peu. ouais, c'est un petit peu ce que disait, je me souviens pas de son nom, Giono, euh, un Giono, voilà. Je le cite. C'est lui qui dit que la barrière, voilà, c'est l'homme qui l'a dressée, et la frontière ou la barrière. Et malheureusement, je crois qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis très pessimiste. Enfin, qui traverse il y a mon aussi, chat là il y a mon chat qui fait n'importe quoi là, mais c'est pas grave, vous l'entendez pas. Sorry. alors, ce qui traverse aussi ce texte, l'apparition, c'est quand même l'auto-guérison de la nature. La forêt se régénère. Euh, voilà, la nature est quand même forte, même si vous êtes pessimiste, il y a cette auto-guérison qu'on va aussi retrouver chez les humains dans l'orteil, un des textes qui ouvre le recueil. Même si le personnage principal perd son orteil, la cicatrisation est rapide. Dans La vieille femme dans le berceau aussi, elle se blesse, mais la blessure se referme. Ça, c'est une thématique de la guérison qui traverse ce recueil. Le masque aussi, hein, le masque que le personnage féminin va mettre va la purifier. Il y a quand même quelque chose qui tend vers la réparation. Oui, c'est vrai. Et une sorte de, il y a quelque chose de magique aussi. Je crois qu'il y a comme dans l'enfance, mais je pense que l'enfance est extrêmement présente dans tout mon travail en fait d'écriture. Il y a une pensée magique à l'œuvre tout dans mon travail. Et donc le fantastique réalise ça, permet ça, cette pensée magique de se mettre à l'œuvre et effectivement de réparer. Je répare. Et l'écriture euh, est une réparation, mais c'est pas au sens psychanalytique du terme. On n'est pas dans le traitement, on n'est pas dans une thérapie hein, par l'écriture, mais je crois que écrire me répare. Voilà, répare. Et Moi, pardon, Véronique. en fait, par rapport justement à ce que vous disiez, la pensée magique et le fantastique, c'est vrai que on voit bien qu'il y a quelque chose comme une fable de fabuleux de cette rencontre avec la biche. Quand on imagine les yeux, on est même dans un dessin animé, dans un film d'animation. Donc, pour vous parler de l'enfance, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de justement de très comme un conte. Et donc, Véronique disait aussi au début que vous étiez très inspirée par les mythologies et vous parliez aussi. Alors, c'est ce récit ou c'est en Tchéquie, Oui, oui, je crois que je parle c'est la forêt tchèque, oui, c'est ça, je crois, oui, c'est en Tchéquie, je crois. en Tchéquie. En Slovéquie, je sais plus. Je Mais crois oui, que vous avez. ces forêts de l'Est de l'Europe sont encore préservées, je veux dire, c'est ça. Et ils ont Et ils ont fait énormément. l'expérience. C'est une vraie, c'est la vérité, ça. Oui, oui. Qu'est-ce Et qui est c'est la vraiment vérité? régénéré. Pardon, je suis embêtée par mon chat. Ah, Il n'arrête pas de, voilà. Pardon. Oui, c'est une vérité, cette forêt qui s'est régénérée toute seule, donc en Slovénie, je crois. Et c'est une vérité, ça. Donc, j'invente pas tout. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies aussi. Tout ce qui est sur la nature et sur les animaux, c'est vrai. et Tout est-ce ce que qui est vous sur vous inspirez des contes folkloriques
Notamment d'ailleurs dans ces pays-là, je sais que c'est très fort leur folklore de la forêt, etc. Je sais que j'avais vu une pièce de théâtre, mais il y a longtemps, où justement, et donc voilà, c'était par rapport, est-ce que vous vous inspirez de tout ça, des folklores, des contes mythologiques et tout ça pour, Oui, mais ça, c'est tout mon fond, j'allais dire, depuis que je suis enfant, hein. Oui, oui, j'ai été bercée par tous les contes, d'abord de Grimm et de Perrault, tous les contes possibles, imaginables. Et j'ai longtemps, et je lis encore des contes de tous les pays d'ailleurs. Et j'adore les histoires, j'adore les fables, j'adore les dessins animés. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à regarder des dessins animés. Donc, mon imaginaire se nourrit de tout ça et aussi de l'horreur aussi. J'aime beaucoup les histoires horrifiques qui font très peur ou qui sont macabre, uniquement en livre, hein, parce qu'en film j'adore aussi, mais quand c'est trop gore, je supporte pas. Mais je veux dire, voilà, je m'abreuve à toutes ces sources, oui. par exemple, quel livre horrifique, ça m'intrigue. Voilà, bah, par exemple, toute l'œuvre de Graham Masterton. Alors, c'est un Écossais, c'est absolument génial. Vous connaissez? Graham Oui. Masterton. Ah oui, Graham oui. Masterton. Oh. Alors lui, Oui, il va puiser à l'origine des contes, lui aussi. Par exemple, à l'origine de La Reine des Glaces, de Andersen. Il a écrit, enfin bref, il a écrit tout un livre là-dessus. Hell. Il a écrit ça. Elle. C'était à partir, ouais, ça s'écrit Hel seulement, Hell. Et il a écrit à partir de La Reine des Neiges, enfin d'Andersen. Voilà. Et c'est très horrifique, c'est parfois insupportable parce qu'il est dans une description extrêmement macabre, hein, même je dirais gore, hein, c'est du gore. Mais c'est pas grave, on passe ça. On passe ça parce que on est dans les tiers du fantastique et de l'horreur et ça, ce croisement des genres, c'est super, vraiment. Ok. Je vous le conseille. C'est pas bibliothèque derrière moi d'ailleurs. Cette partie-là, là, c'est du fantastique, par exemple. Ok. C'est précieux pour moi. Une autre réaction? Non. Bah, Sophie, on peut peut-être passer à la chauve-souris. D'accord. J'aime beaucoup ce texte parce que c'est vraiment ma maison d'Arnouville. Ça, c'est vraiment. Donc, ça me touche d'autant de lire ce moment. La chauve-souris. 7 ans et me voici devant le porche. J'avais tout imaginé sauf ça. Les ruines du château de Noisy, en plus modeste. La clôture en façade a cédé sous le poids des lauriers. Ce sont eux, forcis par les années, qui clôturent à présent. Le portail électrique ne fonctionne plus. De toute façon, les vantaux sont soudés par le lierre. Je n'avais pas cherché à revoir la maison, mais j'étais quand même là. Vendre avait été un crève-cœur. Quel autre choix avions-nous toutes les trois? Nos relations étaient passionnelles et amères, des sœurs entre elles sur la défensive. J'étais la plus investie par ce lieu. Je venais me blottir sous le saule, un colosse de 80 ans qui montre à présent des signes de son âge. De longues mèches brunes dans le verre et des cavités depuis qu'il n'est plus arrosé, c'est-à-dire branché à l'eau par un tuyau, l'été. Et c'est encore l'été. J'ai laissé la voiture sur le bas-côté près de la boîte aux lettres et je me suis introduite par un trou du grillage. Je n'ai eu qu'à contourner à droite la propriété. J'ai traversé la pelouse pour rejoindre l'abri du saule où je suis restée agenouillée un moment. J'ai écarté les branches, passant de l'ombre à la lumière, je suis revenue ensuite sur mes pas. J'ai fait comme si j'étais entrée par le portail. Les deux épicéas, de part et d'autre, quand on arrive, se sont étoffés. Et le cerisier, à droite, fourré de lierre de la tête aux pieds, porte encore quelques cerises, des cerises jaunes, très sucrées que l'on cueillait sans effort, en se mettant sous la pointe des pieds quand on était trop courte. Le jardin meurt de soif. Il présente des touffes d'herbes jaunes piquetées de porcelles et la terre sort des taupinières comme de la bourre. Malgré les arbres à profusion, la température reste élevée et rien qu'un petit vent pour soulever toutes ces feuilles. Les rosiers continuent de fleurir à travers les plantes grimpantes et les orties. Leurs roses rouges clignotent à la moindre oscillation et le jeune camélia devenu adulte a rejoint dans les airs le noyer au pied duquel je l'avais planté. Un jardin ensauvagé, mais dont le visage m'est connu. Les arbres ont cru considérablement. Le combat pour la lumière est âpre. Certains ont l'air de fuir, le corps déjeté,
tord. Il tente une évasion par les airs. La moindre trouée est leur salut. À moi, le temps me saute aux yeux. Le peuplier pleureur a préféré tisser de son côté. Son épaule pèse de tout son poids sur le toit du garage. Dessous, il y fait sombre et bon comme dans une case. Tandis qu'en face, les pommiers continuent de porter nos balançoires. Les pommes précoces et dures, les quetchs déjà mûrs, la branche rompue du mirabellier avec la charge de ses prunes, les arbres morts, les graminées et les tiges de ronces grosses comme des cannes à pêche, voilà ce que j'ai vu dans un grand coup d'œil. Puis j'ai approfondi, remarqué comme le Norman avait grandi, sous la terre aussi, crevant le ciment de notre vieille piscine. Le fond, soulevé de racines, couvert de boyaux de chat et d'un tas d'autres plantes, fait penser à une petite prairie naturelle curieusement ronde. J'ai fini mon tour par le noyer. Il penche chez nous, mais il est au voisin qui n'a jamais rien fait pour le contenir, dont l'envergure aujourd'hui dépasse l'imagination. Il a tué sous lui presque tous les fruitiers. Il est le maître de ce coin reculé du jardin. Il projette son ombre acide et noire. À son pied, si on creusait, on tomberait sur des ossements de chat. L'épicéa et le lilas, qui fait l'angle à droite, tiennent l'autre partie. Et la maison, à ce stade, je l'avais volontairement ignorée. Je craignais ce face-à-face. Dans quel état l'avait-on laissé? La végétation avait dû rentrer, l'humidité, les blattes, les rats. Le couple qui l'avait acheté s'était séparé très vite après. Vide, la maison demeurait dans l'attente d'une décision de justice qui ne venait pas. Les maisons qu'on laisse sont comme les bêtes qu'on laisse, ce sont des domestiques dévoués à notre cause et notre lâcheté les déconcerte. Certaines deviennent mélancoliques. La maison que je regarde, enfin, a cet air mélancolique et beau sous la vigne vierge précocement rouge. On ne le voit plus ni porte, ni fenêtre. La vigne a cousu toutes les issues. Ailleurs, les pissenlits et les fougères ont envahi la terrasse. Arracher, arroser de vinaigre pour décourager toute vie à cet endroit, c'était mon boulot. Après m'être battue avec la vigne vierge, j'ai pu dégager la porte principale. À tout hasard, je suis allée chercher les clés à leur emplacement, entre les bonbonnes de gaz dans l'appentis en tôle contre la maison. Elles y étaient. Les propriétaires n'avaient peut-être pas eu le temps de changer les serrures. J'avais vu juste, et seul le verrou du bas était mis. Sauf que je n'arrivais pas à tourner la clé à cause de la rouille. J'ai craché dans la serrure, enduit la tige de salive, je me suis acharnée dessus en pleurant, et puis je me suis souvenu que le barillet avait été monté à l'envers. Dès l'entrée, des odeurs de fumée, de vieil encens, de cave, le parfum intime et familier de la maison. Rien n'avait changé. Enfin, il n'y avait plus les meubles, seulement ceux que nous avions laissés, le grand canapé, la table en acajou dans ses jours, et le tapis chinois, taché. Quelques cartons, les affaires du couple, une lampe. L'été filtré par les volets, j'y voyais bien. La pénombre était fraîche, je retrouvais les anciennes pistes parcourues pieds nus sur le damier du carrelage. À l'étage, les chambres. Lorsque j'entre dans la mienne, j'ai un mouvement de recul. Un gros papillon de nuit volait dans l'air poussiéreux. Non, une pipistrelle. Je l'attrape. Sa présence au creux de ma main me fait l'effet d'un oiseau avec des arêtes. La vitre cassée avait permis le passage du lierre et des araignées, des mouches. La chauve-souris avait dû tomber dans la cheminée. Elle était là depuis peu ou avait survécu grâce aux insectes. Tout le mur est tapissé de lierre, un joli vert nervuré de vert pâle. Des morceaux de vitre et des débris jonchent où j'avais ma commode et mes livres avant. Le papier peint à rayures rose cloque à cause de l'humidité, mais ce n'est pas repoussant. La lumière rayonne et ricoche sur le mur opposé où elle palpite. Ma chambre se montrait à moi sous un nouveau jour. Même si je savais que le carreau cassé était comme le verre dans le fruit, que faute de réparation la maison se détériorait vite, je n'en avais plus la responsabilité. La maison appartenait au jardin. Vous finirez par lui revenir d'une façon ou d'une autre. Je conclus ma visite par la chambre ouest, celle qui donne sur le saule. Admirable de là-haut, il se tient à cette heure comme un candélabre allumé au milieu de la pelouse. Je redescends l'escalier et fais le tour du rez-de-chaussée. Aucun autre dégât à signaler. La porte de la chambre de mon père s'ouvre d'elle-même. La pièce sent lui. Un mélange d'encre et de rognures de crayon. La naphtaline dont il fourrait ses placards. Je me rappelle que nous sommes le jour anniversaire de sa mort. Dehors, l'air est suffocant et je dois m'abriter les yeux. Je me dirige vers le fond du jardin où sont ses cendres, parmi les poiriers restés debout, peu dans l'ensemble, des moignons ensevelis sous les ronces pour l'essentiel. La petite chauve-souris dans ma main s'agite. Je la relâche. Son envol désordonné éblouit
fait partie du contexte. Je trouve le banc dans les hautes herbes, mais ainsi entourée, assise, invisible, je prie. Une prière, une tendre adresse plutôt. J'avais fermé les paupières, quelque chose m'empêchait de me concentrer, me tirait par la manche. J'ai tourné la tête, c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Il avait passé son temps et était parvenu à rassembler chaque particule de son corps infiltré dans le sol, chaque fibre de ses vêtements, pour se faire une figure et se matérialiser dans l'une des allées, suffisamment pour que ça soit clair pour moi. La forme qu'il s'était composée, instable et pulvérulente, tremblotait sur sa base comme le génie de la lampe. À travers, je pouvais voir l'épicéa et les pommes de pin par terre au-dessus, de quoi ils flottaient. À un moment, un cheval est venu depuis le jardin voisin coller sa joue contre le grillage. Son pelage, chocolat noir, brillait au soleil, pommelé par les ombres. Sa beauté a coupé le souffle, j'en voyais les effets sur mon père, qui embrassait la scène comme il pouvait, qui faisait de cette vision son repas, le premier depuis 7 ans. Merci beaucoup, Sophie. Ce qui me frappe en dehors de ce que raconte ce texte, c'est la beauté de la langue, sa musicalité. C'est très beau. Oui. Ça, c'est le plus grand compliment, hein, je trouve. Oui, Et ça, c'est la poésie, c'est la poésie. oui, Très je crois que différent. Excuse-moi. Je dis c'est très différent de l'entendre lire que de le lire comme moi je l'ai lu dans le silence. Je me rends compte que il y a des choses qui m'avaient échappé, qui ont apparu, qui sont mieux apparues quand vous avez lu. C'est le même ressenti aussi. Ouais. Ouais. Je crois qu'il y a plein de lectures possibles. Il y a la lecture pour soi-même, intérieure, la découverte, quand on ne connaît pas un texte. Et puis effectivement, l'auteur s'empare de son texte et donc le met en voix et c'est encore autre chose. Mais je crois que tous mes textes suggèrent, j'allais dire, réclament une relecture de toute façon. Je pense qu'il y a une première lecture, mais il y a forcément, parce que ça bute, parce que c'est plein d'obstacles, mon écriture, je pense. Et donc, il faut revenir. Et c'est ça, c'est ce retour constamment au texte et au sens que j'aime avoir à l'esprit, en fait. je crois, Sophie, que vous travaillez beaucoup l'écriture de vos textes. Vous remettez vraiment, voilà, c'est le fruit d'un travail Oui, acharné. très exigeante, beaucoup, je travaille beaucoup, oui. Et puis Et quelque chose, il y a un déclic où c'est fini, c'est bon, où les choses ont trouvé leur équilibre et je peux lâcher. Mais même ce que je redoute un peu toujours quand je publie un livre, c'est tout le travail de correction, donc ce qu'on appelle les épreuves. C'est vraiment des épreuves pour moi parce que je suis tentée de réécrire. Donc non, quoi. Est-ce que vous Soit êtes on rééquilibre un peu. Pardon. Je vous attends. Est-ce que vous êtes seul quand vous faites cette relecture? Est-ce que vous la faites seul ou avec une personne de confiance, je vais dire? En général, je suis seule pour tout ce travail, même de relecture, mais sauf pour les moines de la pluie, puisque c'était inhabituel pour moi d'écrire ces sortes de contes, de nouvelles, de récits comme on veut. Et donc j'avais besoin, non pas au niveau de la langue, mais au niveau de la narration, j'avais besoin de la temporalité aussi. J'avais besoin probablement d'une autre oreille. Donc oui, j'ai mon compagnon qui a été mon éditeur, donc qui a été à même de voir avec moi des endroits peut-être où il fallait peut-être plus de fluidité. Enfin, c'est pas des grosses corrections, mais voilà, pour savoir si ça le fait, quoi. Ça marche, cette fluidité. Par contre, il y a il y a une nouvelle qui est la plus longue, d'ailleurs, qui s'appelle Le Secret, mais son vrai nom, au début, c'était L'Effray, une histoire de masque. Et j'ai fait lire à plusieurs personnes qui avaient des interprétations différentes ou même qui avaient des incompréhensions sur la fin. Et finalement, je me suis dit, ben, c'est pas grave. C'est pas grave, ces incompréhensions, c'est pas grave. Moi, j'avais compris, j'avais eu envie de faire valoir cette fin-là. Bon, et si d'autres ont d'autres fins, c'est vraiment, justement, c'est intéressant. Ça apporte de la richesse, je crois. Et que la compréhension n'est peut-être probablement pas l'essentiel, au final. Sophie Loise, est-ce que vous croyez aux Plaisir. fantômes? Ah oui, alors les fantômes.
très important. Oui. Vous voulez dire la Non? petite phrase là? Oui, la petite phrase Oui, dans parce que les moi j'ai écrits une de réponse. Rouge. Oui, D'accord. Toute ma vie, j'ai espéré voir des fantômes, espéré une preuve de l'au-delà. Je n'aurais pourtant pas supporté la vue de fantômes tels que ma mère et mon père. quoi je vais répondre par, et puis après j'expliquerai un tout petit peu, mais je vais répondre par un passage des Moines de la pluie qui s'appelle dans la nouvelle Le gène du fantôme. Je vais répondre par ces juste quelques lignes. J'attache grand prix à ces manifestations qui me tirent vers le haut, me dilatent. Elles sont des preuves de l'existence d'un plan supérieur de réalité, d'un au-delà ou d'un juste à côté invisible. Il se peut malgré tout que je sois sur le point de devenir folle. Oui, je me souviens de Je ce. crois que j'ai vu des choses, j'ai pas vu. Enfin, si, j'ai vu des choses. Il y a des choses. Je suis traversée par des phénomènes. C'est arrivé à des tas de moments, mais pas suffisamment, j'allais dire, flagrant pour me dire, ça y est, j'hallucine, je deviens folle. Donc, j'ai jamais vu de fantôme au sens strict, hein. Mais il y a des choses, des objets, un rideau, des rideaux qui sont mis à bouger sans vraiment aucune raison, des choses qui m'ont traversé, des choses qui sont passées entre veille et sommeil, je peux même pas dire. Et donc, je suis, comment dirais-je, convaincue d'un surnaturel ou des choses comme ça qui arrivent. Est-ce que c'est de la C'est quelque physique? chose qui m'a fait peur dans votre lecture. Quand Oui, j'ai lu votre livre, c'était tellement étrange que j'ai eu des moments, pas de panique, hein, mais une certaine angoisse à ce que le rationnel n'y était plus. Je crois que c'est pour ça que moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça, je l'ai lu comme ça. ça, c'est Et, intéressant. ah, C'est oui, c'est non. ça, oui. Mais c'est ça, je crois que le maître mot, c'est ce que vous aviez dit, hein, trouble, troublé, et il y a aussi l'inquiétude qui inquiète et qui vient interroger le sens, effectivement, de la réalité et de ce que l'on voit, de ce que l'on vit. Il y a le rêve aussi, il y a tout ça, il y a l'onirisme aussi qui est important. Je pense que ça dépend beaucoup du lecteur, évidemment, ça. Comment on le ressent, comme Moi, toujours. j'avais envie de ça, de créer aussi le trouble chez l'autre, de Vous le avez mettre un peu en porte-à-faux comme ça, oui. Si Les c'est quand fantômes. ça a marché, merci. Oui, je l'ai lu 2 fois et je me rendais compte qu'il y avait une inquiétude, comme si je doutais après tout, c'est peut-être vrai. Enfin, ça pourrait après tout arriver. Moi, c'était un peu ça, c'est au-delà et c'est comme le mot. Oui, Bon, oui, voilà, c'est à ce niveau-là surtout personnellement que ça m'a interpellée. je comprends. Il y a quelque chose qui va ouvrir un peu des portes, entrebâiller, c'est le terme, je crois. Et on Les s'y fan- faufile ou pas. Ouais. les fantômes sont quand même plutôt protecteurs. En tout cas, dans ma Oui, lecture, c'est comme ça que je les ai vus. La chambre du père, si je ne me trompe, il y a quand même le père qui intervient comme un protecteur par rapport à la jeune femme qui est dans la maison. Et dans peut-être aussi la vieille dame dans le berceau, elle est quand même entourée de ces fantômes. Il y en a d'autres plus négatifs là qui interviennent, mais voilà, tu vois, Cécile, c'est une lecture différente. Je voyais Oui, moins oui, ben oui. l'inquiétude que la protection. les fantômes, oui, mais c'est parce que c'est mes fantômes, c'est mes morts à moi. C'est mon père, c'est ma mère, c'est aussi un amant, quelqu'un très cher que j'ai beaucoup aimé aussi qui est là. Plusieurs, même plusieurs hommes que j'ai aimés et qui sont morts. Donc oui, il y a mes fantômes, ils sont protecteurs, ceux-là. Et je les invoque et je les évoque souvent. Mhm. Si est-ce qu'il y a d'autres réactions, Oui, on m'entend comme ça? oui, on Oui, t'entend. ben ça va. Donc je me disais, oui, c'est très beau cette nouvelle avec la maison, hein, parce qu'on sent un retour à l'enfance finalement. Je me disais dès le départ, comme vous disiez, avec cette idée, enfin cette passion pour la nature, vous est venue finalement de vacances quand vous étiez petite. J'ai l'impression aussi qu'il y a dans tous les textes, il y a un retour à l'enfance. Et ici, cette maison qu'on redécouvre, mais avec la nature qui l'envahit complètement, qui la cerne, le lierre qui l'envahit, la vitre qui est cassée par laquelle la nature pénètre, finalement, puis que la chauve-souris peut entrer, etc.
on retrouve les deux thèmes, quoi. Un retour vers le passé, comme si quelque part la réalité présente faisait peur. Donc on revient à la maison de l'enfance qui elle est rassurante, parce qu'elle est pleine de souvenirs, hein, la chambre des parents, etc., votre propre chambre, et la nature qui l'envahit, qui est une nature qui vous rassure à première vue. Oui, c'est exactement ça. Oui, je suis contente d'avoir fait revivre ça et que j'ai pu le faire partager. Ouais. La nature finit par reprendre ses droits, hein, c'est Oui, vraiment ça. Mhm. tout le Mhm. temps, je crois. Ouais. Et en Euh, même temps, dans l'état actuel des choses, on est justement inquiet face à l'évolution enfin, urbanistique et autres. Donc, cette nature qui est un peu en perdition partout. Et là, justement, dans vos textes, elle revient telle que vous voudriez qu'elle soit, en quelque sorte. Exactement, exactement. J'ai besoin de ça. Oui, sinon je crois que je désespérerais pleinement. C'est pour ça que beaucoup de livres que je lis sont des livres où la nature est très présente. J'ai besoin d'une immersion, oui. J'ai besoin de la Mhm. fiction. Mais oui, je comprends bien. Ouais, ouais, ouais. C'est des havres, encore une fois. C'est voilà, des havres. Menacés par. Je connais un lieu que j'aime beaucoup qui s'appelle les Étangs de Villeneuve, pas très loin de Versailles. Et c'est vraiment d'un côté cerné par la voie ferrée et de l'autre par l'autoroute. Et voilà, c'est malgré tout un sanctuaire qui est tout petit, mais où la LPO donc a décrété que c'était une réserve. Et donc c'est un peu ça. Mes livres, ce sont un peu des réserves ou des sanctuaires. Mhm. Sophie, on passerait à la lecture des vulves. Oui. Donc l'aspect féministe de mon Oui, travail. oui. Ouais. Les vulves. Elle passe ses soirées dans la baignoire, de l'eau jusqu'au menton. Tout son être s'épanouit, tous ses orifices. Un minuscule fantôme fuse de son vagin pendant qu'elle joue à aspirer, rejeter, et l'eau en est légèrement troublée. Cette eau passée par les intérieurs de son sexe se mêle à la grande eau du bain, y ajoute ses microparticules et sa laitance. Bella, au bain, a l'impression que le monde se laisse plus facilement démêler. Cheveux après cheveux, patiemment, elle peigne. Pris tout seul, tendu, le cheveu est une corde de harpe. Elle l'entend vibrer, se propager sur l'eau. Il suffit qu'elle reste éveillée, sans bouger, le son de cet unique cheveu tiré de la chevelure du monde apparaît sous la forme d'une onde fugace. La saisir, en saisir quelque chose, fait partie du jeu. C'est l'extrême queue de la comète ou la goutte de rosée sur l'herbe. Et c'est infiniment plus. Le cheveu se dédouble, se multiplie sous le vibrato. Rattrapée par la complexité du monde, Bella s'extasie, elle agite ses membres, accointance avec les méduses. Quels cheveux ce soir? Vulves, vulves. Une performance difficile, un pied de nez à tous les faux culs, à tous les prudes. Le titre lui était venu en contemplant sa touffe pubienne moussée dans l'eau, son vulpes vulpes, son renard roux. Mais l'idée, elle, avait surgi d'un manque. Plantée devant les statues du Petit Palais, Bella s'était fait la réflexion, tout haut, si bien que sa pensée cette fois avait pris une valeur particulière, avait investi l'espace, créé un écho. Et l'écho lui était revenu en pleine face. Au bas-ventre des statues d'éphèbes, des dieux patriarches, des héros, les organes génitaux sautaient aux yeux. Certains sculpteurs avaient même poussé le luxe de représenter les boucles de la toison. En revanche, le sillon vulvaire manquait toujours aux déesses et aux nymphes. Cet endroit était désespérément lisse. Un garçonnet devant ne pouvait être conforté dans l'idée que les filles n'ont rien là, qu'on imagine un pubis d'homme ainsi dépourvu. Elle aimait bien regarder les sexes des statues. Les petites verges avec leurs petites bourses sur ses cordes à tête, ça faisait quand même bizarre. Le petit palais pour son jardin fin de siècle et ses bassins de mosaïque en eau dès le printemps. Il y avait les vraies visites le mardi dès l'ouverture. Elle est en esprit depuis son bain. Durant ces visites-là, Bella se voyait descendre comme le long d'un cheveu jusque dans l'eau des bassins, ce qui revenait à se transporter d'un bain à un autre. Sa queue de sirène, une vieille nageoire faite pour l'océan, pleine de cicatrices, écaillée, majestueuse, battait l'eau, éclaboussait tout. Avant de remonter, elle se laissait sécher par le dernier rayon de soleil. Le péristyle se teintait d'or et les ombres des yuccas se faisaient plus aiguës.
Qu'il y ait les seins, mais pas le sexe, les gens, ça ne les dérangeait pas. En vérité, cette absence n'était pas interrogée, elle était culturelle. Son projet à Vulves Vulves, réparé. Bella avait deux possibilités. Soit elle touchait aux statues, 6, pas plus, des statues emblématiques comme Pomone ou Psyché sous l'emprise du mystère, et elle risquait gros. Soit elle agissait de loin, de façon secrète, et la réparation serait secrète, elle aussi. La deuxième solution était la plus simple à mettre en œuvre. Avoir un complice, son ami Lo, et dans sa poche de petits carrés de papier sur lesquels tracer une fois sur place 3 lignes en éventail, la médiane très appuyée. Tenir le papier entre l'objectif et l'entrejambe à la bonne distance pour réussir la superposition et clic dans la boîte. Seulement, Bella n'avait pas envie d'une énième expo de photos. Ce qu'elle voulait, c'était marquer les esprits. Elle opta pour la solution périlleuse. Le bas-ventre des statues fut photographié sous toutes les coutures. Des heures dans le bain ensuite, la planche à dessin en travers de la baignoire, à concevoir les 6 seins. Le tout fut réalisé en silicone. Le silicone a la texture de la peau. Ça faisait drôle de les tenir dans la main, à peine sortis du moule, ces vulves charnues qui donnaient l'illusion d'avoir été tranchées à la racine. Des blanches, des noirs selon marbre blanc ou bronze, d'une bonne adhérence sur surface lisse et discrète une fois mise en place. Les gens s'attardent à regarder le sexe des statues, les fesses, les seins. Ils le font plus ou moins consciemment. Bella avait hâte de pouvoir les filmer en train de mater les vulves miraculeuses. À chacune correspondait son ventre, sa forme de bassin, son mont de Vénus, de face ou un peu tourné, son ouverture de cuisse. Dans le cas de la danseuse Sacha Lio, en pleine arabesque, la vulve serait nécessairement entr'ouverte. L'effet devait être le plus réaliste possible. Le temps fut l'obsession de Bella pendant cette période. Est-ce que ces vulves auraient le temps d'être vues du public? Combien de temps avant qu'on les arrache? Les gens devaient avoir le temps de les voir, d'imprimer cette nouvelle. Tout à coup, le monde avait changé, s'était redressé subtilement sur son axe. Bella comptait que les premières réactions viendraient du public, pas du musée qui ne verrait rien d'autre qu'un attentat. La nouvelle devait avoir une chance d'essaimer via les téléphones portables. Et c'est ce qui s'était produit. Les réseaux sociaux l'avaient si bien colporté que les autorités furent contraintes de laisser les 6 en place. Une exposition temporaire qui dura tout de même 1 an, au cours duquel les statues de Bella furent aussi visitées que la Joconde. Elle relance son bain en ajoutant de l'eau chaude avec son bouchon d'Obao pour la mousse. L'apparition des icebergs est une merveille d'Antarctique. Le matin de la performance, elle avait rejoint ses amis. Sam était venu prêter main forte, dans le jardin du musée. Sam s'arrangerait pour détourner l'attention des gardiennes, tandis que l'eau filmerait la pose et l'ajustement des vulves par Bella. Tout était prêt, les vulves rangées par ordre d'apparition dans ses poches. La première serait pour la petite Jurevitch et la dernière pour la petite Bourdelle. Merci, merci Sophie Loiseau. Il y a une urgence à rendre au féminin sa visibilité. L'éco-poétique est aussi un écoféminisme. Bien sûr, bien sûr. Là, je rends donc tout simplement, comment dirais-je, le complément du sexe, son sexe à la femme, je rends son sexe à la femme. Et au cours d'une vraie performance, là, pour le coup, que j'ai faite avec mon ami Laurent, donc, et, euh, et donc, mais par contre, on n'a pas fait exactement tout comme je le décris. On a mis les petits papiers. Et donc, j'ai fait des photos. Et dans une revue là qui va venir bientôt, il y aura des photos de cette performance. Enfin bon, je l'annoncerai au besoin. Ça s'appelle Vif, la revue. La revue, le numéro 2 de la revue Vif comportera des photos de la performance. Avant, euh, avant, pendant, après, enfin, il y aura une succession de 3 photos. Voilà, liées à cette performance que j'ai faite au Petit Palais en 2020. Voilà. Donc cette réparation est d'abord passée par la langue, évidemment, lorsque j'ai eu l'idée de faire cette trilogie de Diane autour du mythe de la chasseresse, qui donc ne chasse pas chez moi, de Diane, voilà, Artémis, la déesse des animaux et de la Ce travail, liberté. oui, ce travail de la langue passe aussi parce que vous avez une langue explicite que vous préférez à une orthographe qui serait inclusive. Mais j'ai trouvé que ce terme
d'écriture inclusive était pas du tout adaptée en fait, puisque la langue, puisque le féminin était à l'intérieur. En fait, il était là, il était contenu par le grand tout, dans le grand tout masculin. Quand dans une pièce il y avait trois femmes et un homme, on disait il. Donc la femme était déjà inclue, elle était dedans, mais sauf qu'elle n'était pas visible. Donc moi je me suis dit, je vais la sortir de là, de l'invisibilité, et je vais la mettre. J'ai renversé parce que j'avais envie que l'arbitraire soit complet, pour montrer l'arbitraire donc de ce choix d'avoir mis le masculin qui emportait tout. J'ai dit, ben, je vais renverser et je vais donc mettre le féminin qui l'emporte sur le masculin. C'était une façon de montrer donc cet insupportable arbitraire de la grammaire, qui donc n'a pas toujours été comme ça, hein, mais depuis Richelieu, voilà, cette langue est devenue majoritairement masculine, ce que je dénonce. Donc j'ai appelé ça pluriel équitable, parce qu'il y a aussi toutes les terminaisons, hein, où j'ai voulu que le féminin et le masculin coexistent physiquement. Donc, avant que tout ce battage médiatique fasse autant de bruit, moi j'avais déjà pensé les choses, pardon hein, de le dire comme ça. En France, en tout cas, en poésie, ça s'était jamais vu. Voilà. Et donc, j'ai tenté tout ça. Je vous cache pas que beaucoup de gens ont été très dérangés par ça, et ça n'a pas été facile. Mon premier éditeur, quand j'ai écrit le roman de Diane, qui donc se trouve être le deuxième livre de la trilogie, qui est une sorte de prose poétique, et il faisait partie intégrante de La Femme Lit. C'était un livre en tout. Et mon éditeur chez Flammarion n'a pas adhéré, si vous voulez, à ce que j'y mettais, parce que le roman de Diane, comment dirais-je, met en œuvre mes grammatisations, ça veut dire dans la prose, met en œuvre comment dirais-je, ma nouvelle grammaire. Et systématiquement. Et il n'a pas apprécié ça. Donc, du coup, c'est un autre éditeur, malheureusement, qui avait courage, donc les éditions Rehaut, qui a pris en charge ce livre. C'est dommage, parce que normalement, cette trilogie aurait dû être Flammarion, complètement. C'est comme ça. Aujourd'hui, tout le monde crie au génie quand, voilà. Ben moi, voilà, j'en ai un peu souffert de ça. Donc, ça pour dire que j'ai appelé ça pluriel équitable ou alors écriture explicite. Voilà, parce que parce que le féminin est montré en coexistence avec le masculin. Et les Canadiennes aussi ont fait un travail aussi de leur parler, les Québécoises. Voilà. Mais moi, j'ai fait ça de mon côté, en ayant, voilà, de mon côté toute seule. C'était un laboratoire. La poésie, c'est un laboratoire. Ça sert à ça. Aussi d'expérimenter, j'adore ça. Et vous pourriez nous donner un exemple de ce pluriel équitable, qu'on l'entende, qu'on voit un peu de quoi il s'agit? Si vous me permettez, je vais juste derrière là chercher un livre qui vous le dira tout de suite. Voilà. Ça s'appelle, je vais vous montrer. Il s'appelle La Femme Lit, qui est le premier, qui est un manifeste que j'ai appelé manifeste féministe, écoféministe, hein, si on veut aujourd'hui. Hein. Et à un moment donné, j'y parle. Ça. Pardon, hein, Voilà, juste une toute petite partie du manifeste, hein, c'est juste pour vous dire ça. Si les deux groupes nominaux sont de genres différents, l'adjectif attribut se met au féminin pluriel. Même chose concernant l'accord du participe passé, employé comme adjectif, les pronoms possessifs, démonstratifs, COD, COI s'adaptent. Certains noms puissants, être, sexe, corps, désir, s'ils sont d'une femme, ont leur adjectif au féminin. Le reste de la construction suit le cas échéant. On découle soi et on féminine au sens large. C'est-à-dire que on devient féminin d'emblée, ou soi. Enfin, quand il s'agit d'une femme, je veux dire, hein, donc vraiment systématiquement. Et donc, il ne représente plus seulement la locutrice elle-même, mais la locutrice et le groupe auquel elle appartient et au-delà. Une sororité apparaît tout à coup dans la langue.
Et donc, j'avais mis substitution du sujet grammatical d'usage à ce poste, cependant, elle, non moins arbitraire. Elle neige, elle y a, elle faut que j'aille. Donc, vous voyez, c'était pour montrer finalement l'absurdité de ça. Je veux dire qu'on pouvait aussi renverser de l'autre côté. Mais sauf qu'en renversant, j'ai compris que le elle qu'on mettait là avait une connotation sexuelle que le il n'avait pas, évidemment, puisqu'il était devenu à force neutre. Et j'ai créé un neutre qui ne soit ni elle ni il. Et donc, je l'ai appelé Al, A-L. Donc, Al fait un temps déraisonnable, par exemple. C'était pour moi une façon eh bien, de mettre tout le monde d'accord. Il n'y avait plus de il ni de elle. On n'était plus dans le usuel ou je ne sais quoi, parce que je cherchais aussi de ce côté-là avant. Et finalement, je me suis dit qu'un vrai neutre, ce serait peut-être la solution. Et donc, oui, quand je disais par exemple, et aussi Al, A-L et A-L avec un S, ça remplaçait aussi il et elle, au pluriel et au singulier. Donc, je pouvais dire par exemple, Al sont troublés, Al sont troublés par je ne sais quoi, et troublés, à la fin, je mettais donc et le slash, parce que pour moi, c'était important de mettre cette ambivalence du trait oblique, E, S. Voilà, donc ça coexistait visuellement. Pardon, Non, c'est un non, peu technique. c'est passionnant, mais vous êtes vraiment une pionnière Là. en la matière, hein. Et C'est- du coup, j'ai une petite question parce que avant de partir, parce que je dois y aller, désolée, je vais devoir Oui, quitter plutôt moi. Mais du coup, vous disiez que c'est depuis Richelieu que il y a eu un changement de paradigme grammatical masculin. Ça veut dire qu'avant, oui. dans cet ancien français, il y avait un équilibre, une justice grammaticale du féminin et du masculin. On va dire, c'était peut-être pas dans ce sens-là, mais il y avait, tout le monde, ça avait du sens. Je dirais pas qu'on était là-dessus, hein, c'était pas forcément féministe, mais ça avait du sens. C'est-à-dire qu'on disait, par exemple, si en parlant d'une chemise, on disait, c'était quoi? En fait, l'adjectif s'accordait avec le dernier nom. Donc, si par exemple, un pantalon et une chemise blanche, parce que c'était logique d'accorder blanche avec le dernier nom qui était au féminin. Ça, Ok. c'était la norme. Et puis, est arrivée la monarchie absolue, hein, donc le masculin absolu, le super mâle en Louis XIV, et la langue a été revue parce que la langue est politique, évidemment. Et donc, comme s'est constituée l'Académie française, donc il y a eu des règles de grammaire qui se sont mises en place de façon beaucoup plus stricte. Et donc ça a été revu. On a dit, bah non, le masculin va l'emporter. Donc s'il y a comment dirais-je, un pantalon et une chemise, bah, ce sera blanc. Voilà, ce sera le masculin qui va l'emporter. Mhm. Donc ça veut dire ce que ça veut dire tout de même. Et c'était pourtant vraiment intéressant cette histoire d'accord comme ça, du dernier terme. Donc moi je l'emploie, moi, dans maintenant, je fais ça, moi. C'est le dernier terme, si le masculin, mais même maintenant c'est même pire que ça. Même si le masculin est à la fin, je mets tout au féminin. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Merci pour votre présence. Oui, bon, je dois y aller. Merci pour votre partage. Beaucoup. Désolée, merci à tous, hein. Au revoir, Véronique. Au revoir. Au revoir. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Eh bien, je ne m'étais jamais rendu compte, je ne suis pas souvent dans les musées, je n'ai pas souvent l'occasion, parce qu'il n'y a pas que les musées de voir des statues, que le sexe féminin n'était jamais représenté. Culturellement, tellement habitué à ça, que j'ai découvert dans ce livre et je me dis, mais oui, tout compte fait, c'est vrai ça. C'est curieux, hein, comme on est culturellement, peut-être, ou je ne sais pas pour quelle raison exactement, indifférent. Enfin, je vais parler de moi, je ne vais pas dire tout le monde indifférente à cet aspect-là du corps féminin, enfin de la représentation du corps féminin. Et en fait, si je puis me permettre, c'est pas dans toutes les cultures. Là, c'est vraiment la statuaire du 19e siècle européen. Parce que bon,
en Afrique. Hein, voilà, leurs statues, elles sont parfaitement sexuées, donc il n'y a pas de souci. Non, c'est pour l'hypocrisie, c'est pour ça que j'ai appelé ça faux cul, F-O-Q, faux cul, l'hypocrisie d'une certaine France. Voilà, c'est tout, hein, je veux dire. Et puis, nymphes et déesses, c'est aussi montré avec l'apparition de ce sillage vulvaire, c'est montré d'où on vient. Et ça, c'est compliqué pour certains. En tout cas, c'est une explication de la psychanalyse, pourquoi pas. Oui. C'est ouais. Mais il y a le monde Vénus parfois qui est plus ou moins appuyé. C'est tout. Mais les seins sont là. Hein. C'est marrant quand même. Merci beaucoup, Sophie. Merci mille fois. J'étais très heureuse d'être là avec vous. Merci beaucoup pour cette belle rencontre autour des moines de la pluie et de vos autres titres aussi. Merci à tous d'avoir été là, à toutes. Merci beaucoup de votre présence. Merci Véronique. À une prochaine fois. À une prochaine. Oui. Au revoir. Au revoir. Oui. Au revoir à tous. Au revoir.